Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Serma Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Des news assez variées cette semaine-ci avec notamment, on a eu l'annonce de la PlayStation 5 Pro, on a parlé la semaine dernière, maintenant c'est officialisé. Nous avons aussi des news au niveau Apple avec la présentation des nouveaux iPhones, donc on sait exactement ce qu'il y a de nouveau. Nous avons aussi le mode family de Steam qui a changé, c'est plutôt très intéressant. Et puis aussi des petites nouveautés au niveau carte graphique, la 4070 GDDR6 qui commence à se montrer, mais ça... pas forcément le plus passionnant. Dans tous les cas, vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Moralité avant de commencer, une personne que je connais essaie de vendre son PC gaming parce que tout simplement, je pense que certains peuvent le reconnaître. Quand vous vieillissez et que vous avez de plus en plus de responsabilités, vous ne pouvez presque plus jouer. Et du coup, il a son PC qui traîne là et qui ne fait rien. Donc il a genre un Core i9 13900K, il a une RTX 3090, genre des très bonnes specs, 32 Go de RAM en DDR5, un boîtier Corsair et tout ça. Donc, si quelqu'un est intéressé, le but ici de cette annonce, c'est de mettre en relation avec lui. Comme ça, il peut faire la vente. Donc, c'est lui qui touche l'argent. Moi, je ne touche rien ici. Par contre, je ferai peut-être un nettoyage du PC pour ceux qui seraient plus rassurés. Je mettrai aussi à jour le BIOS pour le fixe des Core i9 et tout ça, 13e et 14e génération. Donc, pas d'inquiétude. Comme il a très peu utilisé ces derniers mois, il n'a aucun problème, le Core i9, pour ceux qui se demandent, donc ça c'est plutôt bon. Mais voilà, une petite config sympa, je vous le mets dans la description, dans le doc de vente, pour ceux qui seraient intéressés, et vous pouvez passer par mon email pour me contacter, comme ça je peux gérer la vente pour lui, comme ça c'est un petit peu plus simple. Et je peux vous donner plus d'informations sur les specs aussi. Vous avez tout dans le doc de vente, quoi qu'il arrive. Donc merci d'avance pour ceux qui sont intéressés, parce que ça l'aidera beaucoup de pouvoir vendre le PC, parce que vous devez bien vous en douter, avoir un PC comme ça qui traîne et qui ne fait rien, c'est de l'argent qui traîne et qui ne fait rien et qui pourrait utiliser pour d'autres responsabilités, tout simplement. La première news de la semaine, c'est le fait que Sony a annoncé la PlayStation 5 Pro, et c'était à peu près ce qu'on attendait au niveau du design. Comme vous pouvez voir, il y a 3 lignes maintenant au lieu d'une ligne avec la PlayStation 5 Slim. Donc apparemment, plus elle est puissante, plus il y a de lignes. Donc la PlayStation 6 aura encore plus de lignes. Ce sera juste des lignes sur le côté ou autre chose. Je rigole évidemment, mais le design est plutôt sympa et ça reste, pour information, la même taille que la PlayStation 5. C'est exactement le même extérieur au final, juste avec quelques lignes en plus. Mais même si le design est très similaire, le prix, lui, n'est pas du tout similaire à la PlayStation 5 originale ou même la version Slim, parce que cette PlayStation 5 Pro va coûter, pour information, voilà, 799,99 € en Europe. Et c'est la version, du coup, avec une manette bien sûr, mais vous n'avez pas le pied qui permet de la mettre verticalement. Oui, apparemment Sony économise des centimes ici pour un truc qui franchement devrait être inclus. Et surtout aussi, vous avez la version sans lecteur disque pour ce prix-là. Donc si vous voulez un lecteur de disque, vous pourrez toujours le rajouter comme la PlayStation 5 Slim. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir l'option de le rajouter si vous avez besoin. Mais vous devrez évidemment dépenser 100 € de plus. Donc certainement la version avec le lecteur disque préinstallé coûtera 899,99 €. Sacrée différence sacré prix pour une console. Alors apparemment, selon des personnes qui ont regardé avec le niveau d'inflation qu'on a actuellement et tout ça, ce serait la PlayStation 3 qui serait la PlayStation la plus chère qu'on ait jamais eue. La première, l'originale, la Fat, qui était vraiment grosse, mais au final la PlayStation 5 est plus grosse. Mais c'est celle-là qui serait, pour information, la plus chère si on tient compte de l'inflation. Mais bon, après 799 € pour une PlayStation 5, même plus puissante, ça reste un sacré budget et on va voir ce que ça donne par rapport à un PC juste après. Alors au niveau des specs, qu'est-ce que ça donne? La grosse différence, évidemment, le GPU ici, parce que le reste est assez similaire. Le CPU, par exemple, est exactement le même. On a toujours Weaker Zen 2, donc basiquement très similaire à un 3700X, mais avec une fréquence un petit peu plus basse. On a toujours 16 Go de RAM partagée entre le CPU et le GPU. Toutefois, elle est plus rapide, 28% plus rapide. Et lui, le GPU, lui, il a une méga upgrade parce qu'on a 67% plus de compute unit par rapport à la PlayStation 5 et PlayStation 5 Slim. Et aussi, du coup, selon Sony, grâce à cette augmentation de compute unit, le GPU serait 45% plus rapide que la PlayStation 5. Donc en réalité, si on en tient compte de sa puissance pour le prix, la PlayStation 5 non pro, techniquement coûte plus cher pour un certain niveau de performance quand on y pense. Parce que il me semble que la PlayStation 5 Pro n'est pas 45% plus cher que la PlayStation 5 de base. Donc
Petit fun fact, ma foi. Bref, du coup, le GPU ici est un GPU RDNA 3.0. Il est très similaire, franchement, en termes de spec brut, très similaire à une 7800 XT, mais avec une plus basse fréquence. Donc, en réalité, ce serait plus certainement en dessous des performances d'une 7700 XT, pour ceux qui veulent une comparaison par rapport à des pièces PC. On va voir aussi un peu plus après. Par contre, la grosse différence, c'est que nous avons le fait que on avait des rumeurs il y a quelques mois là-dessus sur le fait que la PlayStation 5 Pro aurait évidemment un GPU RDNA 3.0, mais surtout, la partie qui fait tourner le ray tracing, qui accélère les calculs ray tracing, viendrait des GPU RDNA 4.0. Donc ce serait une sorte de GPU hybride qui utilise des nouveautés et puis des anciennetés aussi. Du coup, ça veut dire que les performances ray tracing seraient certainement plus puissantes que les GPU RDNA 3.0 équivalents. Maintenant, il faudra évidemment voir. Parce qu'on n'a pas trop de détails là-dessus, honnêtement. C'est plus la rumeur qu'on avait. Et selon la présentation Sony, il semble indiquer que oui, il y a beaucoup de puissance pour le ray tracing. Donc voilà. Mais il faudra attendre une confirmation totale. Il y a aussi le fait que Sony a introduit un nouveau, du coup, upscaler pour les jeux qui est accéléré par IA. Alors, vous pourriez vous dire, oh, mais pourquoi ça ne fait pas juste tourner FSR? Peut-être que ça en réalité fait tourner FSR, c'est juste que Sony a mis son nom par-dessus ou autre chose, je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, selon Sony, ils ont introduit du coup le PlayStation Spectral Super Résolution qui est comme FSR, comme DLSS ou comme XeSS de chez Intel. Donc ça va permettre d'upscale les jeux, par exemple, tourner en 1440p vers du 4K. Et comme ça, vous avez un niveau de détail très bon, mais toujours aussi des bonnes performances. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui profite énormément aux consoles. C'est justement même, pour moi, un énorme avantage qu'elles ont besoin même pour entrer en compétition face au PC, parce que quand vous jouez sur une TV, vous n'allez pas forcément remarquer les imperfections d'un upscaler, moins que sur PC, selon moi en tout cas, parce que l'écran, enfin la TV est plus loin et tout ça, ça se remarque moins, à part si vous avez une énorme TV. Et du coup, et comme le fait aussi qu'il y a beaucoup de TV 4K, sacrifier, pas sacrifier, mais faire un rendu plus basse résolution et puis le repasser avec un upscaler à une plus haute résolution, c'est juste logique pour les consoles. Notamment avec la Nintendo Switch Pro ou Nintendo Switch 2 qui va arriver, ce sera aussi quelque chose que j'attends avec impatience parce que ça va vraiment permettre de booster la console. Enfin bref. Du coup, pour ceux qui se demandent, quel serait l'équivalent PC de cette PlayStation 5 Pro? Selon les specs que Sony a donné, on peut justement le faire. Donc là, je suis sur PC Part Picker, on va se mettre en mode France. Et j'ai juste envie de voir le prix d'un PC avec les specs, les mêmes specs. Donc le CPU, c'est un 3700X. Donc on va mettre un 3700X. Le 3700X a un refroidissement de base inclus, donc ça suffira. De toute façon, notre 3700X est plus rapide que le CPU de la PlayStation 5, donc voilà. Carte mère, la carte mère de la PlayStation 5 est extrêmement basique, donc on va juste prendre une carte mère extrêmement basique. Il y a juste un slot M.2 en plus du SSD qui est soudé directement dessus. On va juste prendre cette carte mère ASRock. La mémoire, évidemment, là on va mettre 16 Go de RAM, parce que la PlayStation 5 a 16 Go de RAM, mais notre GPU aura encore plus de RAM à côté de ça. Donc en réalité, on aura plus de RAM que la PlayStation, ma foi. Et donc le kit le moins cher, ce serait un G-Skill. Ouais, mais là, c'est pas vraiment de la bonne RAM. On a de la G-Skill à 3200 MHz. Ça, c'est déjà un petit peu plus, on va dire, réaliste. Donc on va mettre ça. 37 €, le prix de la RAM a vraiment chuté. Et puis au niveau du SSD, alors là, c'est là où on a la question de se dire, si on met un SSD similaire à la PlayStation 5, ça doit être un SSD très rapide. Sauf que le SSD très rapide de la PlayStation 5 sert juste au temps de chargement. Ça permet de diminuer les temps de chargement. Ce qui n'est pas non plus hyper important. Quand vous avez déjà un SSD NVMe qui fait du 3 Go à la seconde, passer à 5 Go à la seconde ne va pas énormément changer au niveau des temps de chargement. Ça a déjà été testé plein de fois et ça continue d'être testé même avec des jeux modernes qui sont censés utiliser ces SSD rapides. Et on voit toujours pas d'énormes différences. Mais bon, juste pour respecter, nous allons mettre un SSD rapide. Donc on va prendre un SSD M.2, PCI Express 4.0, c'est ce qu'a la PlayStation 5. Et du coup, le plus similaire serait certainement le Western Digital Black, le SN 770. Il me semble qu'il a plus de 5 Go à la seconde. C'est assez similaire par rapport à ce qu'a la PlayStation 5. Donc ça, c'est bon. La carte graphique, là aussi, la question c'est... techniquement, c'est une 7800 XT dans cette PlayStation 5 Pro.
Sauf que la 7800 XT qui est techniquement dedans fonctionne à une plus basse fréquence. Donc, est-ce qu'elle est aussi performante? Pas tout à fait sûr. Donc, pour moi, le niveau de performance est plus similaire à une 7700 XT qui, elle aussi, est quand même plus haute fréquence et tout ça. Donc, à mon avis, elle reste quand même un petit peu plus performante. Mais en tenant compte qu'il y a aussi l'hardware ray tracing des GPU RDNA 4.0, je trouve que ça s'équivaut. Donc, on va prendre le modèle moins cher. Elles sont vraiment pas chères, 429 €, voilà. Et ensuite, il nous faut juste un bête boîtier. On va prendre le truc le plus basique possible qui permet de maintenir nos composants. Bon, là, ça va prendre plus de place qu'une PlayStation 5, on va être très honnête. Mais bon, c'est pas très grave. Le Cooler Masterbox Q300L. Pas le meilleur boîtier, mais il est plus compact. Donc, on va dire que c'est bon. Et puis, une alimentation. Là aussi, on va prendre quelque chose de basique parce que techniquement, l'alimentation de la PlayStation 5 est plutôt basique. Donc, un truc similaire fera pas de mal. On a une alimentation EVGA de 600 watts peut-être. Une BR. Oh, c'est similaire, on va dire. Ça, c'est suffisant pour notre pseudo-console. Et du coup, ça équivaut à un prix total de 901 €. 879 si on n'inclut pas les frais de port. Donc, en réalité, pas très loin du prix de la PlayStation 5. C'est sûr et certain. La PlayStation 5 sera toujours moins chère qu'un PC équivalent parce que Sony commande, par exemple, juste les SSD, ou plutôt les puces mémoire parce qu'ils mettent directement sur la carte mère, mais ils en commandent des millions. Donc, ils ont forcément des meilleurs prix que vous qui allez juste aller au magasin. Ça semble tout à fait logique. Donc, ce sera forcément moins cher de prendre une PlayStation 5. Maintenant, le truc qu'il faut se dire, c'est que la différence maintenant est de seulement 100 €. 100 €, ça se fait vite. Si vous jouez en ligne, vous devez payer un abonnement sur la PlayStation. Si vous voulez juste acheter des jeux de temps en temps, même juste tous les X mois, tous les 3 mois, les jeux PlayStation 5 vont coûter plus cher que les jeux PC. Les jeux PC ont tendance à chuter en prix très rapidement. Des fois, même 3 mois, même 1 mois après la sortie d'un jeu, il y a déjà des chutes de prix. Sur PlayStation 5, il faut beaucoup plus de temps que ça. Donc, en vrai, la différence va pas durer très longtemps. Et puis le truc, c'est que c'est un PC de maintenant. D'ici l'année prochaine, il y aura des nouvelles cartes graphiques et tout ça. On pourra faire ce PC pour moins cher. Et là, il dépassera clairement la PlayStation 5 Pro en termes de prix, performance. Donc en vrai, pas la plus intéressante quand on y pense en termes de prix. Je pense que s'il avait sorti à 699 €, vous voyez, 699 €, s'ils avaient baissé le prix de la PlayStation 5 actuelle aussi, là, je dirais, ok, là c'est compétitif. Mais là, franchement, discutable. Ensuite, Apple a eu évidemment son événement de l'année où il présente les nouveaux iPhones et nous avons en réalité pas mal de nouveautés en quelque sorte. Ça dépend comment vous le voyez. Alors, il y a évidemment eu un énorme focus, on peut le dire, sur tout ce qui est IA et tout ça, mais je vais en parler un petit peu plus après pourquoi c'est pas forcément vrai à 100%, on va dire. Bref, dans tous les cas, l'iPhone 16 de base est toujours disponible en 2 tailles, ça semble logique. Donc vous avez une version normale et une version plus. Nous avons une nouvelle puce A18 dedans, qui est du coup... pourquoi? Parce que d'habitude, Apple mettrait une version moins puissante de la puce Pro de l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était l'A17 Pro. Donc ils auraient dû normalement mettre une puce A17. Ici, ils sont passés à une puce A18. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont augmenté la puissance au niveau du Neural Engine pour faire tourner toutes ces nouvelles fonctionnalités d'IA. Donc ça semble logique. C'est pour ça que du coup nous avons une nouvelle puce comparée à juste une puce recyclée comme d'habitude. Ils ont parlé aussi un peu de ray tracing et tout ça, mais sur un téléphone, on va être honnête, je ne sais pas si c'est le plus intéressant. Niveau caméra, comme le dit l'article ici d'Ars Technica, ils ont beaucoup parlé du capteur principal wide qui... Voilà, ils ont dit, ouais, il est incroyable et tout ça, mais c'est basiquement le même hardware que l'année dernière, donc un peu bizarre qu'ils en aient autant parlé. Par contre, le nouveau capteur ultra-wide a une aperture plus large, donc ça laisse rentrer plus de lumière, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça permettra de prendre des meilleures photos, notamment en basse lumière avec le grand angle. Les écrans, comme j'avais dit, sont toujours de la même taille techniquement, donc 6,1 pouces pour le modèle de base, 6,7 pour le modèle plus. Par contre, maintenant, ils peuvent atteindre 2000 nits de luminosité, ça c'est plutôt une bonne chose en réalité, surtout quand vous utilisez votre téléphone dehors, quand il y a beaucoup de soleil. Et par contre, ils peuvent aussi atteindre jusqu'à 1 nit de luminosité quand vous êtes, par exemple, dans votre lit, vous avez toutes les lampes d'éteinte,
mais vous n'êtes pas obligé d'être flashé par un écran ultra, on va dire, lumineux. Vous pouvez juste le mettre hyper bas. Et ça, c'est franchement, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien sur Android. Il y a très peu de téléphones Android qui font ça. Et pourtant, ben, c'est hyper important. Quand il fait vraiment sombre, vous n'avez pas envie de vous détruire les yeux. Donc là, je dis bravo au niveau d'Apple pour une telle fonctionnalité. Par contre, toujours du 60 Hz. Oui, on est en 2024. L'iPhone de base, toujours pas de 120 Hz. Voilà, Apple aime bien différencier les modèles. Hein, et si vous voulez du 120 Hz, il faut prendre le modèle Pro. Même si les iPhones sont, selon moi, les téléphones 60 Hz les plus fluides, c'est quand même dommage, on va être très honnête. Maintenant, nous avons d'autres nouveautés sur le fait que Apple a rajouté des boutons. Donc déjà, vous avez le bouton Action qui est juste ici, près du pouce de la main droite, je suppose, ou plutôt techniquement c'est la main gauche. Bref, le bouton Action des modèles Pro de l'année dernière arrive sur les modèles de base, donc ça remplace évidemment le switch normalement qui permettait de mettre en mode ne pas déranger. Donc ça permet aussi de faire un petit peu ce que vous voulez avec ce bouton, donc c'est plutôt cool. Et vous avez aussi maintenant un nouveau bouton ou un nouveau trackpad, je ne sais pas comment le définir. Dans tous les cas, vous avez une sorte de petit pavé tactile, comme vous pouvez voir juste ici, qui vous permet de contrôler la caméra, tout simplement. Alors, c'est un petit peu du haptic feedback, donc un petit peu comme le Force Touch et tout ça. Donc, en gros, vous pouvez appuyer dessus, ou même appuyer 2 fois dessus pour faire des actions, et ça va vibrer pour vous faire donner l'impression que vous avez appuyé sur un bouton, mais c'est pas un bouton techniquement, c'est vraiment une sorte de pavé tactile. Vous pouvez du coup aussi passer votre doigt dessus pour changer des paramètres, comme il le montre dans cette très courte vidéo. Notamment, vous pouvez changer, je sais pas, le niveau de zoom, le niveau d'exposition et tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais le remontrer ici, vous voyez, le niveau de zoom, plutôt cool. Vous pouvez aussi juste appuyer pour prendre une photo. Ça me semble être pas mal, et je trouve ça vraiment assez marrant parce qu'il y avait énormément de rumeurs comme quoi Apple allait faire un iPhone sans aucun bouton, et au final ils ont rajouté plein de boutons. Genre, ils ont rajouté le bouton action, bon techniquement ils ont remplacé plutôt le mute, mais ici par contre ils ont rajouté une surface tactile qui sert de bouton. Alors peut-être que dans le futur ils vont remplacer tous les boutons par des surfaces tactile aussi, peut-être, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, visiblement, Apple rajoute plus de choses, alors que les gens croyaient qu'ils allaient en retirer. Et enfin, la dernière nouveauté sur les iPhones de base, c'est le fait qu'il y a une batterie plus grande. Donc ça, c'est plutôt cool pour durer plus longtemps sur la batterie. Ensuite, nous avons les iPhone 16 Pro, et là, il y a évidemment des nouveautés qui étaient aussi présentes sur l'iPhone 16 de base, donc le nouveau bouton pour la caméra est là aussi. Mais par contre, on a aussi des nouveaux écrans plus grands. Donc comme vous pouvez voir, les écrans ont une bordure plus fine. Ils sont aussi physiquement un peu plus grands. Donc c'est pas juste la bordure qui change. Ils ont aussi augmenté physiquement leur taille. Et donc le modèle Pro de base sera à 6,3 pouces. Et le modèle Pro Max sera à 6,9 pouces. Nice Apple. J'aime beaucoup ce chiffre. Et dans tous les cas, ça c'est la première grosse différence, on va dire, visuelle, en plus de boutons en plus. Nous avons aussi le trio de caméras qui a pas mal changé. Le capteur principal de 48 mégapixels pour être lu 2 fois plus vite. Donc ça devrait aider notamment quand vous prenez des photos. Comme ça, vous pouvez prendre plus de photos plus rapidement. Donc s'il y a quelque chose qui se passe devant vous, vous aurez un peu plus de photos en toute logique. Et ça devrait processer un peu plus vite. Il y a une nouvelle caméra de 48 mégapixels ultra wide qui du coup permet de faire encore un mode macro un petit peu meilleur et offrir plus de détails. Parce qu'elle fait 48 mégapixels. Il me semble qu'elle ne faisait pas 48 mégapixels avant. Le téléphoto de x5 maintenant est disponible sur les 2 modèles Pro, pas juste sur le Pro Max. Donc ça c'est peut-être une bonne chose, ça dépend comment vous le voyez. Et les 2 téléphones aussi pourront maintenant enregistrer des vidéos en 4K 120 fps. Ce qui au final pose un petit peu la question de se dire pourquoi ils ne font pas aussi un mode 8K 30 fps. Parce que pour faire de 8K, il vous faut un capteur de 30 mégapixels environ, 33, quelque chose comme ça. Et du coup, avec 48 mégapixels, ils l'ont clairement. Hein, ils ont assez pour faire du 8K. Et s'ils peuvent traiter des données, s'ils peuvent traiter du 4K à 120 fps, c'est comme traiter du 8K à 30 fps. C'est la même quantité de données. Parce que le 4K est évidemment 4 fois plus petit que du 8K. Mais si vous faites du 4K 4 fois plus vite, c'est à peu près la même quantité de données qui passent par le processeur et tout ça. Donc, peut-être qu'ils gardent ça pour l'année prochaine. Certainement, c'est Apple. Ils ne peuvent pas faire trop de nouveautés non plus. Il faut en garder pour les modèles de l'année prochaine. Et du coup,
Les prix sont évidemment prohibitifs sur ces modèles-là, donc ça, je vous laisse regarder. On a aussi la nouvelle puce A18 Pro qui, encore une fois aussi, a tout ce qui est au niveau IA, elle est plus puissante au niveau du Neural Engine pour justement mieux gérer tout ce qui est au niveau IA. Donc ça, évidemment, c'est assez important, selon la stratégie d'Apple en tout cas. Et du coup, vous pourriez vous dire, les gens qui ont précommandé ces iPhone 16 et iPhone 16 Pro, dès qu'ils vont les recevoir, fin du mois de septembre, je ne sais plus exactement, bah, ils vont pouvoir profiter de ces nouvelles fonctionnalités qui ont été énormément présentées dans la présentation Apple. Non, pas du tout. Parce que iOS 18 sera préinstallé sur ces téléphones et iOS 18 n'a presque aucune de ces nouvelles fonctionnalités intelligentes. Il faudra attendre iOS 18.1 pour notamment la nouvelle version de Siri beaucoup plus intelligente et d'autres mises à jour encore après pour d'autres fonctionnalités. Donc, basiquement, le gros focus, genre littéralement un tiers de la présentation des iPhones, même pratiquement 50%, n'arrivera pas à la date de sortie, ce qui est assez bizarre, on va être très honnête. Donc, je comprends pas trop. Voilà d'ailleurs une petite news qui indique, oui, la sortie que... du coup, iOS 18 aussi arrive sur... ainsi que iPadOS 18 arrive aussi le 16 septembre sur tous les autres appareils Apple. Donc ça, c'est plutôt cool, en tout cas ceux qui sont compatibles. Mais encore une fois, c'est dans iOS 18.1, comme ils le disent, que vous aurez les fonctionnalités intelligentes d'Apple Intelligence. Donc ça, il faudra attendre à ce moment-là. En plus de ça, Apple a aussi annoncé des nouveaux AirPods 4. Et c'est assez bizarre parce que ces AirPods 4 volent littéralement des fonctionnalités des AirPods Pro. Les AirPods Pro n'ont pas été mis à jour, mais ils en ont parlé dans la présentation. Notamment, ils ont rajouté la possibilité... Alors, ils ont rajouté des trucs qui protègent les oreilles s'il y a des bruits trop violents ou autre chose. Ça, je ne suis pas totalement convaincu personnellement. Je pense que si vraiment vous êtes dans un environnement très bruyant, qui peut être dangereux pour vos oreilles, vous devriez utiliser des protections, des réellement bonnes protections, donc des casques faits pour vous protéger les oreilles, mais bref. Ils ont toutefois aussi introduit sur les AirPods Pro un mode qui permet de vous aider à mieux entendre si vous êtes malentendant. Donc ça, c'est vraiment cool en réalité. Et ça a même été approuvé par le FDA. Donc le FDA, c'est l'organisme aux États-Unis qui gère tout ce qui est un petit peu au niveau santé, notamment validation des médicaments et des appareils électroniques qui pourraient aider les gens avec des problèmes de santé. Et donc le FDA a donné son autorisation. Donc visiblement, ça marche suffisamment bien pour que le FDA l'approuve et ça pourrait aider les gens. Et ça, c'est vraiment cool en réalité. Donc ça permettrait d'avoir... Si vous êtes un peu malentendant, mais que vous n'avez pas forcément envie d'acheter un appareil dédié pour ça parce que ça coûte cher, et puis peut-être vous êtes un peu gêné, vous préférez juste avoir des AirPods. Bon, vous êtes peut-être aussi gêné d'avoir des AirPods dans vos oreilles, mais ça fait plus naturel, on va dire. Mais vous pourriez utiliser ça pour juste booster un petit peu ce qui se passe. Ça booste les voix notamment pour mieux entendre s'il y a quelqu'un devant vous qui vous parle ou autre chose. Donc ça, franchement, c'est une bonne chose. Par contre, du coup, oui, comme j'ai dit, les AirPods de base, maintenant qui sont les AirPods 4, volent pas mal des fonctionnalités sur les Pro. Alors, vous avez deux versions, c'est un peu bizarre. Vous allez avoir une version moins chère et une version plus chère. Et la version plus chère, ce sera celle qui vole les fonctionnalités, justement, avec de la réduction de bruit active. Alors, certainement, elle sera toujours meilleure sur les AirPods Pro, mais c'est un peu bizarre de voir que d'habitude, Apple ne fait pas trop ça. Le fait d'enlever des fonctionnalités des modèles Pro et les mettre sur des modèles moins chers, mais pour une fois, ils l'ont fait, en quelque sorte, même s'ils ont sorti un deuxième modèle. Il y a aussi une nouvelle puce H2 qui offre des meilleures performances acoustiques apparemment et tout ça. Vous pouvez charger le boîtier sans fil maintenant. Et aussi, il est un petit peu plus petit, donc ça, c'est plutôt cool. Et il y avait aussi la nouvelle Apple Watch Série 10 qui, en réalité, alors selon Apple, c'est un redesign complet de l'Apple Watch, mais comme vous pouvez voir, elle est à peu près basiquement la même. Mais en vrai, une grosse différence, c'est le fait que l'écran est beaucoup plus grand maintenant. Il est plus grand même que l'Apple Watch Ultra. Elle est plus fin aussi. Donc c'est comme si Apple avait pris l'Apple Watch, il l'avait écrasé littéralement. Vous avez aussi une luminosité plus importante depuis les côtés. Donc pas depuis de face, c'est toujours la même. Mais si vous regardez l'Apple Watch de côté, vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe dessus. Donc je suppose que ça peut être utile pour une smartwatch. Vous pouvez aussi maintenant jouer des sons, genre vous pourrez jouer carrément de la musique depuis le haut-parleur de la montre. Genre le haut-parleur est suffisamment puissant pour juste jouer de la musique. Donc vous pouvez jouer de la musique en public et embêter tout le monde avec votre Apple Watch. Ne faites pas ça par pitié.
Et puis il y avait d'autres petites fonctionnalités, enfin nouveautés, notamment le modèle acier maintenant sera un modèle en titane. Donc en vrai, cet Apple Watch vole pas mal de fonctionnalités aussi à l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra aussi, ils en ont un peu parlé, mais ça reste la même, ils n'ont pas vraiment mis à jour. Un autre truc aussi qui était bizarre d'ailleurs, j'avais oublié, mais ils ont montré en même temps que les AirPods, ils ont montré les AirPods Max. Je sais pas s'il y en a un ici, voilà. Ils ont introduit de nouvelles couleurs, mais c'est exactement les mêmes. Genre la même puce H1, tout ça dedans, alors qu'il y a une nouvelle puce H2. C'est exactement les mêmes au niveau des fonctionnalités, tout ça, c'est juste une nouvelle couleur. Donc pour info, ces AirPods Max, ils ont été introduits voilà 3-4 ans. Oui, ça fait un moment. Et ils sont toujours exactement les mêmes. Notamment le sac de transport est toujours le même aussi. Ça ressemble toujours à un soutien-gorge. Donc, ma foi. Fini Apple, passons maintenant à d'autres news. Déjà, nous avons Steam Family qui est passé en version 2.0. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, vous allez le voir. Alors, Steam Family vous permet de basiquement partager votre catalogue de jeux avec des gens que vous considérez comme votre famille. Même si certaines personnes, je me suis cogné le bras, le font avec leurs amis. Le problème avec l'ancienne version de Steam Family, c'était que si je jouais à un jeu qui m'était partagé, la personne qui partage ce jeu ne pouvait jouer à aucun jeu de sa bibliothèque. Donc, basiquement, c'était verrouillé. Maintenant, avec cette nouvelle version de Steam Family, ben, je pourrais jouer, tant qu'il ne joue pas au même jeu, je pourrais jouer à un jeu de la bibliothèque de la personne qui partage. Et lui, il pourra jouer à un autre jeu de sa bibliothèque. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, ils ont rajouté un peu plus aussi de... Alors, le Steam Family sera toujours jusqu'à 5 membres, du coup. Vous pourrez rajouter depuis le client Steam ou même depuis des appareils mobiles ou depuis la version web. Et il y a aussi maintenant une sorte de limitation, on va dire. C'est le fait que quand vous allez rejoindre une famille, si vous décidez de quitter cette famille, vous ne pourrez plus la rejoindre après 30 jours. Il y a une limite de temps qui vous empêche de juste changer de famille à la volée comme vous voulez pour éviter justement des gens qui partageraient leurs jeux comme ça. Donc si vous décidez de vraiment partager des jeux avec quelqu'un, c'est que vous allez vraiment le partager sur le long terme et que vous n'allez pas commencer à changer ou autre chose. Donc pour moi, une très bonne façon de faire les choses, c'est... Il y a des limitations, mais qui sont tout à fait logiques. Donc, cette limitation de ne pas pouvoir changer de famille comme vous le voulez. Et à côté de ça, on a des trucs qui sont vraiment cool, comme le fait de partager les jeux. Et en plus aussi, ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités parentales maintenant, ou plutôt un contrôle parental. Donc, vous pourrez tout simplement retirer l'autorisation de jouer à des jeux qui sont inappropriés, ce qui est tout à fait logique. Restreindre l'accès au magasin Steam ou même au chat Steam, ça c'est plutôt intéressant parce que des enfants n'ont pas forcément besoin de chatter sur le client Steam et ça peut être aussi des fois dangereux. Définir des limites de temps, ça c'est très bien aussi, et voir même des rapports de temps de jeu, comme ça vous pouvez voir si votre enfant a trop joué à un jeu ou autre chose. Et vous pouvez aussi approuver ou refuser des demandes provenant des comptes enfants pour notamment des temps de jeu supplémentaires ou des accès à des fonctionnalités qui peuvent être temporaires ou permanentes. Donc si votre enfant est en mode hey, je peux jouer à Satisfactory 1 heure de plus aujourd'hui maman, il peut envoyer une demande et la mère peut le valider ou le père aussi, peu importe, peut le valider dans l'application Steam par exemple et lui autoriser un petit peu plus. Et vous pouvez aussi récupérer un compte enfant en cas de perte de mot de passe, ce qui est plutôt logique parce que ne comptez pas sur vos enfants pour se souvenir de leur mot de passe. Donc franchement, ça c'est cool. Ils peuvent aussi faire des demandes d'achat. Donc ils peuvent être en mode, hey maman ou papa, je veux acheter Helldiver 2. Vous pouvez approuver ou décliner tout ça. Donc franchement, génial. Alors apparemment c'est disponible en bêta pour le moment, mais ça devrait pas trop tarder. Et franchement, ça c'est bien foutu. Ensuite, petite update qui est plutôt marrante selon moi. Bon, enfin, ça dépend comment vous le voyez, mais si vous vous souvenez, Unity, voilà, l'année dernière, ou même début d'année, je ne sais plus. Non, c'était l'année dernière. Ils avaient introduit des nouveaux frais d'installation pour tous les jeux qui utilisent Unity. Le problème avec ça, c'était que certains jeux, notamment free-to-play, allaient devoir payer des sommes énormes à Unity alors que les gens jouent gratuitement en fait. Alors finalement, ils étaient revenus en arrière là-dessus. Ils avaient enlevé les frais pour les comptes Unity, on va dire, plutôt basiques. Donc ceux que beaucoup de petits jeux indés utilisaient. Mais ils les avaient toujours laissés sur les versions pro et versions aussi entreprise. Donc les gros, on va dire les gros développeurs, eux, devaient toujours payer ça. Eh bien, ils sont revenus en arrière parce que Unity est en train de chuter. Il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent.
ils sont en train de perdre en popularité avec toutes les choses assez salauds qu'ils ont fait. Et donc, ils essaient de regagner la confiance des gens, même si, on va être très honnête, elle est totalement rompue. Et donc, ils ont retiré les frais d'installation du runtime Unity pour tous les jeux qui utilisent Unity, peu importe si vous avez un compte entreprise ou autre chose. C'est une bonne chose pour le consommateur, mais ouais, on va être très honnête, on va pas non plus les remercier parce que on va pas les remercier de faire ce qu'ils auraient dû faire, ou plutôt ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. Donc, ouais, moi je le dis, si vous pouvez éviter Unity, ça fait pas de mal. Après, c'est important quand même d'avoir plusieurs moteurs de rendu comme ça qui existent, que vous pouvez utiliser pour faire des jeux, parce que si tout le monde utilise Unreal Engine, qu'est-ce qui empêche Epic de faire des trucs salauds dans le futur aussi? Donc, c'est bien d'avoir des concurrents, mais Unity est clairement un très mauvais concurrent. Après ça, vous avez Elgato qui a introduit un Steam Deck Studio qui est rackable. Donc, vous pouvez le mettre dans un rack. C'est basiquement un Steam Deck, comme vous pouvez voir, avec aussi même un port Ethernet. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ainsi qu'un port USB type C. Et oui, vous pouvez juste le mettre dans un rack. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi? Ben, en réalité, énormément de gens utilisent le Steam Deck en production ou même dans des studios et tout ça. Genre, j'ai déjà été à la RTBF, vous devez le savoir, je fais des vidéos sur la RTBF, sur RTBF XP, on fait des vidéos tech, je mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et je peux vous dire, pour avoir été dans les studios de la RTBF, il y a des Stream Deck partout. Genre, vraiment partout. Donc, ça m'étonne pas qu'ils fassent une version studio parce qu'ils ont vu tous ces professionnels qui commencent à les utiliser. Et pourquoi les professionnels l'utilisent? Parce que c'est pas cher. Il existe pas mal de choses déjà compatibles avec, mais en plus de ça, il y a le SDK de chez Elgato qui permet de développer ses propres plugins. Donc ça permet de l'introduire, ou plutôt intégrer le Stream Deck à leurs trucs propriétaires. Par exemple, des gestions de lumière ou autre chose propriétaires, ils peuvent l'intégrer sans aucun problème. C'est bien souvent ces studios ont des développeurs ou autre chose qui peuvent faire ça vite fait. Donc c'est juste parfait, c'est pas cher, ça peut être introduit facilement dans l'écosystème et ça complète bien. Et c'est plutôt de bonne qualité. Maintenant, la version studio ici, c'est plutôt cool que ce soit disponible en rack et puis avec le port Ethernet. Mais le problème, c'est que ça coûte 899 balles. 899 balles. Et c'est juste, si vous regardez le nombre de boutons, à part le fait qu'il y a deux knobs que vous pouvez tourner en plus, c'est basiquement un Stream Deck XL qui coûte 249 $. Donc vous pourriez certainement prendre, je sais pas moi, deux Stream Deck XL, les mettre dans un rack plus haut évidemment et avoir à peu près le même genre de fonctionnalité. Alors, pour ceux qui ont vraiment besoin de ce format-là et tout ça, ils l'achèteront certainement parce que ça, même 899 $, ça peut paraître cher, mais pour de l'équipement professionnel, pas tant que ça. Mais par contre, oui, ceux qui sont un peu plus en mode j'ai pas besoin d'une version rackable, ils vont juste prendre la version XL en fait, qui coûte beaucoup moins cher. Ensuite, nous avons le fait que les Core Ultra 200 de Intel, la version desktop, pourrait sortir le 24 octobre. Alors, selon Tom's Hardware, ça a été retardé, mais techniquement, on n'avait pas une date de sortie exacte. Donc, est-ce que c'est vraiment retardé alors que la date de sortie exacte n'était pas déjà communiquée? À vous de voir. Mais dans tout cas, ça arrivera le 24 octobre avec aussi normalement les cartes mères en Z890. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Personnellement, j'attends de voir ce que ça donne. Un truc par contre que je vous le dis directement que certaines personnes pourraient être déçues, c'est on commence à voir des Core Ultra 200 arriver dans des ordinateurs portables. Il y a eu déjà des vidéos preview et tout ça qui sont sorties. Et dans ces vidéos preview, ce qu'on voit, c'est que ces Core Ultra 200, version mobile, sont hyper efficaces au niveau énergétique. Sauf que c'est pas les mêmes que la version desktop. C'est la même architecture, techniquement en partie, mais c'est TSMC qui les fabrique. Oui, c'est TSMC qui fabrique la version mobile. Et donc, là, maintenant on voit la différence que fait TSMC avec leur process de gravure qui est juste beaucoup plus mature. Parce que les Core Ultra 100 mobiles n'étaient pas si différents en termes d'architecture. Oui, ils étaient un peu moins performants et tout ça, mais quand vous voyez la différence d'efficacité énergétique entre les Core Ultra 100 et Core Ultra 200, vous dites c'est majeur en fait. C'est le même genre de gain qu'on a eu entre les RTX 3000 et 4000. Et c'est le même genre de choses qui arrivait aussi parce que Nvidia avec les RTX 3000 était avec Samsung pour la gravure et ils sont passés à TSMC. Et là, c'est exactement la même chose. Normalement, Intel fabrique leur propre processeur, mais leur processus de gravure est un peu en retard.
il est moderne, hein, on va être honnête, mais il est un peu en retard par rapport à TSMC. Tout le monde est un peu en retard par rapport à eux. Et donc, avoir fait la version mobile sur TSMC a peut-être été la meilleure décision qu'ils ont prise. Parce que visiblement, ça semble payer. Mais par contre, du coup, pour ceux qui s'attendaient à la même chose pour la version PC fixe, malheureusement, non. Alors, il faudra voir. C'est là que ça va être intéressant de voir ben, l'efficacité énergétique de ces processeurs PC fixes. Parce que ça va permettre de voir vraiment à quel point TSMC fait de la différence. Ou plutôt, le fait d'utiliser TSMC pour la version mobile est un énorme avantage parce qu'on va pouvoir comparer la version mobile à la version PC fixe et voir les différences d'efficacité énergétique. Bon, c'est pas totalement comparable, mais ce sera quand même intéressant de voir. Mais bon, bref, dans tous les cas, moi j'attends quand même de voir ce que ça donne parce que même s'il y a eu tous ces problèmes récents, et on va être honnête, c'était des gros problèmes, et selon moi, Intel a beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des consommateurs. Le truc, c'est que avoir AMD qui domine le marché n'est pas une bonne chose. On l'a vu avec les Ryzen 9000 qui sont à peine améliorés et qu'il y a eu énormément de problèmes au niveau communication avec le public. Genre AMD a dit que les performances étaient 10% plus meilleures dans les jeux et puis finalement c'était juste 3%. Donc oui, un marché dominé par AMD n'est pas forcément une bonne chose. Il nous faut des acteurs. Il nous faut des acteurs qui se contrebalancent. Donc j'espère, quoi qu'il arrive, que ces Core Ultra 200, version PC fixe, seront bien. Ils n'ont pas besoin d'être les plus efficaces au niveau énergétique, mais tant qu'ils sont très performants pour le prix, c'est à peu près tout ce qu'on demande. Et aussi quand même qu'ils consomment un petit peu moins. Parce que, on va être très honnête, la 14e génération notamment, c'est un peu abusé au niveau consommation électrique. Ce serait quand même bien de revenir un peu en arrière. Ensuite, en parlant de revenir en arrière, c'est ce que fait un petit peu Nvidia avec la RTX 4070 GDDR6. Elle a été testée encore un petit peu plus et la différence de performance serait de 99%. Donc elle a 99% de la 4070 en GDDR6X en 1080p et 1440p et en 4K c'est 98%. Donc pas une énorme différence, mais il faut quand même tenir compte qu'elle sort au même prix. Enfin, au même prix ou même plus cher, parce qu'apparemment, il y a des modèles qui sont déjà listés en Allemagne qui coûtent plus cher que la version GDDR6X. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, assez honteux. Alors, par contre, ici, ils ont clairement indiqué que c'était la version GDDR6 non X, donc ça, c'est plutôt cool. Certaines marques vont d'ailleurs bien l'indiquer. Vous pouvez voir que ici, sur cette Galax, on voit aussi que c'est clairement écrit GDDR6. Alors, même si c'est bien indiqué, c'est mauvais pour le consommateur parce que les consommateurs vont juste voir 4070. Oh, la 4070, beaucoup de gens la recommandent. Oh, c'est une 4070, je vais l'acheter. Et puis, en fait, ils ont acheté une version qui est 2% moins performante. Alors, il y en a qui vont dire, oh, 2%, c'est rien du tout. Mais quand même, pour le même prix ou même plus cher, on leur vend un produit inférieur, légèrement inférieur, mais quand même inférieur. Et donc ça, c'est franchement honteux, en fait. Donc, pour moi, j'espère que Nvidia va faire correctement les choses et juste demander aux fabricants de baisser le prix de cette 4070 parce que de toute façon, ils devraient la baisser en termes de prix parce que AMD offre beaucoup de concurrence à cette gamme de prix-là. Il y a la 7800 XT, la 7900 GRE, la 7700 XT qu'on a vu qui est vraiment pas cher. Baisser le prix de la 4070 ou en tout cas baisser le prix de cette 4070 GDDR6 parce que réellement, elle coûte moins cher à fabriquer, donc elle devrait être moins chère. Hein. 12 Go de GDDR6X coûte plus cher que 12 Go de GDDR6, donc elle devrait être forcément moins chère quoi qu'il arrive. Donc on verra bien si ça va stabiliser, mais visiblement pas très prometteur pour le moment et c'est juste honteux. Ensuite, nous avons AMD qui a confirmé que FSR 4 sera basé sur une IA entièrement. Parce que jusqu'à maintenant, pour information, alors FSR 1 était de l'upscaling spatial. FSR 2 était de l'upscaling temporel, ou temporal en anglais. Et puis après, avec FSR 3, on avait l'upscaling temporal, en plus de frame génération. Donc FSR 4, lui, par contre, utilisera un upscaler qui serait basé sur une IA. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, hein, parce que on peut utiliser le mot IA, mais aussi bien, c'est juste une IA qui va faire de l'upscaling temporel derrière. C'est tout à fait possible. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Mais du coup, directement, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh, mais ça veut dire qu'il ne sera pas compatible avec les anciennes cartes graphiques ?» Pas forcément. Les gens semblent oublier, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir
des Tensor Core pour faire tourner des IA. Vous pouvez totalement le faire tourner juste sur le GPU normalement. Et oui, il y en a qui vont me dire, mais du coup, si je le fais tourner sur le GPU, ça enlève de la puissance au GPU qui pourrait être utilisée à faire tourner le jeu. Oui, mais derrière, vous gagnez en FPS. Donc, des fois, ça vaut la peine de sacrifier une partie du GPU pour faire tourner un upscaler, comme FSR d'ailleurs le fait, et puis après, gagner plus en FPS derrière. Donc, pas forcément une chose qui va casser l'intérêt des FSR non plus. Et puis, je rappelle que les GPU RDNA, même pas 1.0, mais 2.0, donc les RX 6000, techniquement, peuvent faire tourner des IA. Ou en tout cas du hardware qui permet de faire tourner un petit peu des tâches IA, les RX 7000 aussi, et donc voilà, et elles ont normalement le matériel pour ça. Et là on parle de cartes graphiques qui remontent quand même à pas mal d'années avec les RX 6000. Donc même si c'est pas compatible avec des anciennes cartes AMD, vous avez toujours FSR 3.0 qui existe. Donc voilà. Maintenant, moi, j'attends surtout de voir ce que ça donne par rapport à DLSS parce que DLSS reste meilleur en termes de qualité. Il faut être honnête. Même XeSS de Intel reste meilleur en termes de qualité, même si c'est un peu variable des fois. Donc, moi, j'attends surtout une amélioration de qualité. Apparemment, ce que AMD voudrait se concentrer, c'est aussi tout simplement améliorer l'efficacité énergétique avec FSR 4 pour améliorer notamment la batterie, ou plutôt le temps de batterie des consoles portables qu'on voit beaucoup, les roguelike et tout ça, parce que c'est des consoles qui sont très populaires et c'est des consoles qui profiteraient énormément d'FSR et surtout une nouvelle version d'FSR qui serait plus performante, qui donnerait un meilleur résultat, surtout à plus basse résolution. Parce que ça, c'est toujours aussi un énorme défaut d'FSR pour ceux qui se demandent. FSR en 1440p, no problemo. Mais quand vous faites tourner FSR en 720p, comparé à DLSS, c'est très bof. Donc, ça, c'est quelque chose qui devra améliorer aussi, quoi qu'il arrive. Donc, apparemment, leur focus est clairement sur l'efficacité énergétique. C'est pas une mauvaise chose, mais il faudra voir évidemment s'il y a aussi une amélioration au niveau qualité. Parce que selon moi, c'est ce qui manque à FSR, vraiment. La technologie marche bien, elle est facile à implémenter, elle marche avec plein de GPU. Maintenant, tout ce qui manque, c'est juste une amélioration de qualité, en fait. Faire en sorte qu'on ait la même qualité que DLSS. Et là, le choix pour les développeurs sera juste logique. Pourquoi développer DLSS quand vous pouvez juste rajouter FSR plus rapidement, plus facilement, certainement, et avoir un marché de GPU beaucoup plus important. Je rappelle que quand vous êtes développeur, surtout de petits jeux indés et tout ça, vous avez un temps limité. Bon, en réalité, même les gros studios. Vous avez toujours un temps limité. Donc, si vous avez le choix entre une technologie qui peut être utilisée par 10% des gens ou une technologie qui peut être utilisée par 40% des gens, le choix est vite fait. Surtout si la qualité est à peu près la même. Ensuite, on a iFixit qui va sortir le FixUp, qui est un fer à souder USB type C, qui peut jusqu'à aller à du USB type C 100 watts apparemment, et qui peut être utilisé du coup en mode, pas sans fil, mais sans être connecté à une prise. Vous pouvez juste le brancher dans une batterie externe et utiliser votre fer à souder n'importe où. Alors, c'est pas forcément utile pour tout le monde ce mode-là, mais quoi qu'il arrive, iFixit est connu pour faciliter la réparation des smartphones, ordinateurs et tout ça. Ils vendent pas mal d'outils déjà. Et du coup, un fer à souder était juste l'outil logique à faire ensuite, parce que le fer à souder est souvent utilisé en réparation aussi. Donc, ils semblent plutôt être de bonne qualité en général. iFixit sort des produits de qualité. Ils ont du coup différents kits disponibles. Vous pouvez acheter le fer à souder tout seul pour 80$ en USB type C avec apparemment un embout qui a 1,5 mm et il supportera jusqu'à 6 autres et il y en aura plus rajouté dans le futur. Vous avez aussi une station portable qui coûte 250$ et puis le kit complet à 300$. Donc le kit complet c'est avec tous ces trucs là et le kit avec la station c'est évidemment celle-ci. Comme vous pouvez voir c'est une station qui a des ports USB type C. Vous pouvez régler aussi un peu plus la température et tout ça dessus. Alors ça reste cher parce qu'un fer à souder c'est pas si cher que ça, vous pouvez vraiment en trouver pour presque rien. Mais je suppose que oui, la qualité derrière est évidemment plus importante que ceux que vous pouvez acheter vite fait sur Amazon. Personnellement, j'aimerais bien acheter un fer à souder parce que il y a des trucs où je me suis dit, oh, j'aurais vraiment besoin d'un fer à souder. Par exemple, quand je travaille sur des LED custom, il faut toujours que je fasse cette vidéo d'ailleurs. Mais ça m'aiderait justement d'avoir un fer à souder pour faire souder des LED directement sur un PCB ou autre chose. Donc ouais, si quelqu'un a des recommandations dans les commentaires pour un fer à souder pas trop cher, qui se branche sur le secteur, j'ai pas besoin d'une version sans fil ou autre chose, ben je serais intéressé. Il me faudrait aussi un tapis en silicone certainement. Il me faudrait aussi des helping hands, c'est des petits trucs que vous pouvez accrocher, des trucs comme ça vous avez plus facile à souder.
voilà, je compte investir un petit peu là-dessus parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé d'avoir par exemple des câbles en partie cassés que j'aurais pu ressouder, ou justement j'aimerais faire peut-être certains câbles qui... Alors, je ne referai pas des câbles custom d'alimentation d'un PC parce que ça c'est... Voilà, non, je ne touche pas à ça. Mais par contre, un bed câble 4 pins pour un ventilateur, le raccourcir, vous voyez, ce genre de choses, ça c'est pas très compliqué à faire. Ben, je pourrais le faire avec un fer à souder, correctement en tout cas. Euh, on peut le faire techniquement sans, mais voilà, avec un fer à souder, on peut ça permet de le faire correctement. Enfin bref, du coup, si vous avez des recommandations dans les commentaires, aussi qu'est-ce que je peux utiliser comme flux et tout ça, parce qu'il me semble qu'il y a différents trucs. Il y a le flux, il y a aussi la soudure aussi. Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Je suis intéressé. Et du coup, sur ça, c'est tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.